Les derniers mots prononcés ce matin sur la Lune par Eugene Cernan sont à la mesure de la fantastique expérience des 17 Apollo qui marqueront un tournant dans l'histoire de l'humanité. En tant que dernier homme à marcher sur la surface lunaire, a dit Cernan, j'aime à croire que l'histoire retiendra le défi de l'Amérique, qui a marqué le destin de l'homme de demain. Nous partons comme nous sommes venus, et, si Dieu le veut, nous reviendrons dans un esprit de paix et d'espoir pour toute l'humanité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'était ce matin, il était 6h54 heure de Paris. En ce moment, Cernan et Schmitt se reposent dans le LEM et ne quitteront la Lune que ce soir à 23h56 heure de Paris, c'est-à-dire 4 minutes avant minuit. Michel Chevalet, on va peut-être aussi revoir quelques images de cette troisième et dernière marche sur la Lune. J'oserais vous dire que ce sont des images en quelque sorte historiques, puisque ces images que vous allez voir sont des images qui resteront dans les annales de l'histoire de l'astronautique, au même titre d'ailleurs que celle du premier homme sur la Lune, puisque Cernan et Schmitt finalement sont les deux derniers visiteurs de la Lune. Des images bien sûr fabuleuses, comme on a l'habitude d'en voir, comme les Américains nous ont peut-être trop habitués à en voir, les voici. Elles ont été prises donc cette nuit au cours de la troisième sortie. Là, Cernan et Schmitt sont en admiration, si j'ose dire, devant un caillou avec lequel d'ailleurs, tout à l'heure, Schmitt va faire du football. Donc, ils ont pris leur Jeep cette nuit, peu après minuit. Ils ont roulé en direction d'un massif, le massif sud, haut d'environ 2000 mètres, une sorte de flanc de montagne à ski, si vous voulez, on dirait les Vosges, des Vosges couverts de neige. Là, ils ont bien sûr ramassé des échantillons sur un sol un peu labouré avec des éboulis. Et ces éboulis, finalement, pour un géologue, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et Schmitt dit, ben voilà, ça, c'est mon paradis. Mais, tout de même, une déception car on n'a pas retrouvé cette fameuse roche orange dont on attend beaucoup de choses, beaucoup de renseignements à Houston lors de leur retour. Cette roche orange, si vous voulez, ça serait en quelque sorte la preuve qu'il y a eu une activité chimique sur la Lune, donc qu'il y a eu du volcanisme. Si vous voulez, c'est là une des grandes énigmes de notre satellite. En tout cas, des images qui ne peuvent laisser personne indifférent, et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes, à 13h15, où notre partie magazine, comme hier et avant-hier, est consacrée entièrement à cette expérience Apollo 17. Les habitants de Saïgon ont vécu cette nuit une ambiance de guerre. Pendant plus de 5 heures, des explosions d'une violence inouïe ont fait trembler toute la ville, jusque dans le centre, causant des dégâts matériels un peu partout. Les explosions provenaient d'un dépôt de munitions, situé pourtant à 30 km de la capitale, et que des commandos Viet-Cong ont fait sauter. C'était le dépôt de munitions le plus important du Vietnam. Plus de 1000 tonnes de bombes et d'obus y étaient entreposées. Dernier acte spectaculaire de la guerre ou manifestation de la présence Viet-Cong si les pourparlers de paix n'aboutissent pas, on n'en sait rien. À son retour hier aux États-Unis, M. Kissinger n'en a pas dit plus qu'à son départ de Paris, où il avait pourtant tenu à remercier le gouvernement français, ce qui pourrait vouloir indiquer que les pourparlers, à son niveau en tout cas, sont terminés. Michel Bader. À son départ d'Orly, hier soir, M. Kissinger a été salué par le chef de la délégation sud-vietnamienne, l'ambassadeur Phan Dang Lam. Puis il a prononcé quelques mots. Je remercie le gouvernement français pour sa coopération et pour son aide, a-t-il déclaré avant de s'embarquer pour Washington. Par ces quelques mots que l'on prononce généralement quand des négociations sont arrivées à leur terme, M. Kissinger a donné l'impression que le long dialogue qu'il entretenait depuis des mois avec M. Leducto était interrompu. Cependant, le négociateur américain a ajouté « Après la réunion de cet après-midi, il faudra encore que nous nous rencontrions. » Il semble donc que l'issue dépende désormais du résultat des échanges de vues et des négociations entre les experts des deux parties. Ceux-ci vont continuer à se rencontrer, a d'ailleurs ajouté hier soir M. Kissinger. Ce sont donc pour l'instant ces experts américains et nord-vietnamiens qui vont prendre la relève de M. Kissinger et Leducto pour tenter de trouver enfin une solution au problème vietnamien. Et puis, immuablement, la réunion à 4 de l'avenue Kléber s'est ouverte ce matin, comme tous les jeudis, et tout aussi immuablement, les représentants du Nord-Vietnam et du Viet-Cong ont accusé les Américains de retarder la signature de l'accord. Écoutez ce qu'ils ont dit à leur arrivée avenue Kléber. Il ne peut donc y avoir de solution pacifique, juste et équitable
au problème vietnamien si les États-Unis, après avoir convenu de l'accord de paix, refusent de le signer. Et n'ayant pas encore signé, cherchent déjà à le saboter. Encore une fois, nous tenons à souligner que l'accord convenu le 20 octobre 1972 entre la République démocratique du Vietnam et les États-Unis est juste et équitable pour toutes les parties. Nous nous opposons donc résolument à toute tentative de la part des États-Unis et de Saigon visant à en modifier le contenu. Les Américains et les Sud-Vietnamiens n'ont fait de leur côté aucune déclaration à leur arrivée avenue Kléber. Le représentant américain a simplement précisé qu'une rencontre au niveau des chefs de délégation américaine et nord-vietnamienne se tiendra demain matin à Paris. La réunion de l'avenue Kléber, pour autant que je le sache, n'est pas terminée. Je vais appeler là-bas en direct Thierry Tsitivo. Thierry ? Nombre de rochers qui se trouvent au fond. Oui, merci. Bien, nous avons une panne de son, comme vous avez pu l'entendre comme moi, et nous n'aurons pas donc la liaison avec Thierry Tsitivo, avenue Kléber. Le professeur Barnard et sa jeune femme âgée de 21 ans ont été renversés par une voiture près du Cap, sur une route de Corniche en bordure de mer. Le professeur Barnard et sa femme ont été transportés à l'hôpital. Leurs blessures ne sont pas considérées comme très graves, mais le célèbre chirurgien et sa femme devront rester quelques jours hospitalisés. L'automobiliste responsable de l'accident ne s'est pas arrêté et on dit maintenant que l'hypothèse d'un attentat n'est pas à écarter. Les passagers qui prendront l'avion pour aller aux États-Unis l'année prochaine seront les premiers bénéficiaires de la guerre des tarifs entre les compagnies aériennes mondiales. Les représentants de ces compagnies qui étaient réunis hier à Genève n'ont pu se mettre d'accord pour définir de nouveaux tarifs communs. À partir du 1er février 1973, la fixation des tarifs aériens sur les lignes entre l'Europe et l'Amérique du Nord sera libre. La concurrence va donc jouer à plein entre les diverses compagnies, ce qui, je vous le disais, bénéficiera aux passagers. Et puis à Mexico hier, la Fédération internationale des pilotes de ligne a menacé une nouvelle fois de déclencher un ordre de grève mondial si les détournements aériens se poursuivaient en 1973. Cette fédération regroupe quelques 50 000 pilotes. La situation se détériore à Madagascar. Ce matin, des manifestants ont mis le feu à un centre commercial de Tamatave qui comprend une centaine de boutiques, un incendie qui a été suivi, dit-on, de plusieurs scènes de pillage. Et devant la gravité de la situation, l'état de siège a été décrété. Une nouvelle qui est tombée juste avant que ce journal ne commence, venant de Bonn, M. Willy Brandt a été réélu chancelier jeudi par le Bundestag avec 289 voix contre 203 et un bulletin nul. Pour la première fois dans les annales de l'émission à armes égales que vous avez pu suivre hier soir en direct sur la première chaîne, l'un des deux participants, en l'occurrence Alain Krivine, a refusé de boire une coupe de champagne à l'issue du débat. C'est dire que le ton de l'émission n'est pas tombé, bien au contraire, une fois les caméras éteintes. Écoutez plutôt ce que nous avons enregistré après l'émission. On vient d'avoir la preuve aujourd'hui que la majorité gaulliste en France, qui s'appelle PDM ou UDR, n'ont même plus le courage de défendre leur ligne politique, n'ont même plus le courage de défendre leurs opinions, sont obligés de faire des discours d'une généralité abstraite pour essayer d'entortiller les Français et de cacher le fond de leur politique. Je crois que c'est une preuve de faiblesse qui laisse indiquer une défaite possible. Mais la majorité ne tombera pas tout seul, aucun régime bourgeois ne tombe tout seul, c'est maintenant l'action dans la rue et dans les entreprises qui permettront aux travailleurs de renverser ce régime. Alors, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été traitées, notamment le problème, je le disais tout à l'heure, du régime que M. Krivine voudrait imposer aux Français et des moyens par lesquels il entend l'imposer, parce que dans son livre, il y a un certain nombre de précisions sur la mobilisation des travailleurs pour renverser la société. Et j'aurais voulu savoir comment il avait l'intention d'organiser cette mobilisation, comment il avait l'intention de jeter à bas la société.
Voilà, c'est la question que j'aurais voulu lui poser. Malheureusement, le débat n'a pas permis de le faire. Poursuite aujourd'hui des travaux du 20e congrès du Parti communiste à Saint-Ouen, une matinée qui a été marquée par l'intervention du chef de la délégation du parti de l'Union soviétique, M. Michel Souslov. Jacques Hébert a suivi pour nous depuis hier le déroulement de ce congrès et il va nous dire ce qui s'est passé ce matin. Pour les 1300 délégués de Saint-Ouen, c'était ce matin la suite de la discussion générale sur le rapport prononcé hier par M. Georges Marchais. Et pour les militants qui sont intervenus à la tribune, la gauche doit sérieusement croire à la victoire des législatives. Elle doit croire aussi au programme commun, car c'est la solution à la crise actuelle que traverse la France. Et enfin, l'objectif prioritaire, c'est de gagner la confiance populaire. Une intervention remarquée, celle du secrétaire général du comité central du Parti communiste soviétique, M. Souslov. Nous avons été intéressés, dira-t-il, par la manière dont votre parti conduit la lutte pour l'unité. Mais on retiendra surtout la violente critique faite par M. Souslov à l'égard des dirigeants chinois. Le succès du socialisme mondial, a dit M. Souslov, serait plus considérable s'il n'y avait pas les actions de la Chine sur l'échiquier international, actions qui vont à l'encontre de la paix et qui apportent de l'eau au moulin de l'impérialisme. Voilà, cet après-midi, suite de la discussion qui se terminera dimanche matin. Monsieur Arthur Comte, le président directeur général de l'ORTF, vient de rentrer de Moscou où il a signé un protocole qui règle pour 1973 les échanges de programmes entre l'ORTF et la radio-télévision soviétique en vertu d'un accord de base qui existait depuis 1966. Monsieur Poussard, le directeur général adjoint, et monsieur Angrémy, le directeur de l'harmonisation des programmes à l'ORTF, accompagnaient monsieur Arthur Comte, tout comme Léon Zitrone qui nous résume maintenant l'essentiel de ce protocole d'accord. Écoutons Léon Zitrone. La signature a eu lieu entre le président Comte et M. Lapin, membre du gouvernement soviétique pour la radio-télévision. Ambiance très cordiale après des conversations quelquefois serrées. Avant de répondre à Victor Vraman, M. Comte va remercier son homologue, M. Lapin. Et je tiens à considérer cette date comme très importante. Merci, Monsieur le Président. Et d'une façon générale, l'accueil a été très chaleureux, on peut dire. Est-ce que c'est aussi votre impression? Oui, j'ai non seulement une impression, mais une certitude. Il est incontestable que les Soviétiques, au cours de cette discussion, ont manifesté un intérêt particulier. Et une amitié, une cordialité, en même temps qu'une bienvenue, auxquelles j'ai été très sensible. Quels sont les projets élaborés en commun, disons, les plus significatifs d'après vous? Surtout sur le plan radio, avec des échanges de soirées, avec une soirée prévue de poésie soviétique, sur le plan de la musique, de la peinture. Et puis sur le plan de la télévision, nous projetons de dater l'exécution de ce qui est en cours, une vie de Gorky, une vie de Tolstoï, et nous prévoyons également d'autres projets sur le plan des dramatiques et sur le plan des documentaires historiques. Enfin, dans le cadre de la proposition faite par M. Duhamel à la conférence des ministres des Affaires culturelles à Helsinki, nous prévoyons une organisation de soirées en commun d'artistes et de programmateurs français et soviétiques. On ne saura jamais pourquoi la Caravelle qui effectuait la liaison entre Ajaccio et Nice le 11 septembre 1968 s'est abîmée en mer. 95 personnes avaient trouvé la mort dans cette catastrophe aérienne. Le rapport final de la commission d'enquête qui est publié ce matin au journal officiel ne donne aucune conclusion formelle. 3 morts et 8 blessés parmi les soldats d'un bataillon de chasseurs alpins. C'est le bilan de l'avalanche qui s'est produite hier après-midi dans la haute vallée de l'Oubaye, dans les Alpes de Haute-Provence. Les avalanches, on le sait, sont dues généralement au réchauffement de la température consécutif à d'abondantes chutes de neige, comme nous l'explique maintenant Michel Chevalet. Après le tonnerre, le silence. Un silence de mort car chaque année les avalanches font encore plusieurs dizaines de victimes.
Et pourtant, depuis plus de 20 années, on s'efforce de comprendre le mécanisme qui donne naissance à ce phénomène. Oui, pourquoi et comment se déclenchent les avalanches? La réponse, les scientifiques commencent à la connaître grâce à des travaux effectués notamment en Suisse, à Davos, et au Centre d'études de la neige à Grenoble. Regardez bien. Voici les merveilleux cristaux de neige fraîche. Mais après 3 jours, ils entrent dans un inexorable processus de destruction pour finalement devenir un petit glaçon, une petite bille de glace. Voilà la bombe amorcée. Posée sur un tel tapis roulant, la couche de neige ne demande qu'à descendre. Et c'est l'avalanche de neige poudreuse, un nuage qui, tel un gaz, dévale la pente à 400 km/h, soufflant tout sur son passage. Pris dedans, un homme périnoyé. Autre phénomène d'évolution de la neige, celui-ci. Cette fois, il ne s'agit plus de la destruction d'un cristal, mais au contraire de sa construction. En effet, la vapeur d'eau monte du sol et se dépose sous forme de glace sur les cristaux. Ces derniers grossissent donc peu à peu en prenant l'allure caractéristique de gobelets. Au toucher, on dirait du gros sel. Mais ces gobelets sont fragiles. Ils ne résistent pas aux efforts de cisaillement le long d'une pente. Ils cèdent lentement, inexorablement, et c'est l'avalanche de plaques, l'avalanche de printemps qui culbute tout sur son passage. La température est d'ailleurs anormalement clémente sur toute la France en ce moment. Hier, sur la Côte d'Azur, il a fait jusqu'à 20 degrés et on s'est même baigné. Même situation en Corse, où la sécheresse commence d'ailleurs à inquiéter les agriculteurs. Quand 2 équipes de football de qualité s'affrontent, même pour un match amical, cela attire du monde. C'est la leçon qu'il faut tirer du match Bayern de Munich-Olympique de Marseille, qui s'est disputé hier soir au Parc des Princes de Paris, et pour lequel 45 000 personnes avaient fait le déplacement. Voyons-en un extrait. 45 000 personnes hier soir dans le nouveau Parc des Princes, malgré le mauvais temps, les difficultés de circulation. On a eu la preuve que le football avait toujours le même impact auprès de la grande foule de la capitale. C'était, il est vrai, une soirée de gala avec les étoiles du Bayern de Munich en maillot rayé, et notamment Beckenbauer, virtuose du football, élégant, sobre, merveilleux technicien, et puis l'incomparable Müller, le meilleur canonnier de la Coupe du Monde 70. Tous deux s'entendent à merveille, comme ici. L'Olympique de Marseille alignait aussi une fameuse ligne d'attaque avec Skoblar, Magnusson et Keita, dangereux sur cette action. Les Marseillais, pourtant, après avoir fait longtemps jeu égal avec les Allemands, encaissèrent un but malheureux sur un centre de Hoeneß à la 78e minute. Le Boedek a détourné la balle dans ses propres filets. 1-0 pour Munich, mais enfin une grande soirée de football à Paris. Et puis, je viens de l'apprendre, le groupement football a décidé que l'ensemble des matchs de la journée du 3 décembre, qui avaient été perturbés, vous vous en souvenez, par la grève des footballeurs, l'ensemble des matchs sera donc rejoué à une date ultérieure. Comme les jours précédents, l'ensemble de notre partie magazine, dans quelques instants, va être entièrement consacré à Apollo 17. Sachez d'abord que ce soir, à 19h45, nous aurons sur ce plateau, en direct, Edgar Mitchell, un astronaute de la mission Apollo 14. Il viendra en exclusivité nous donner ses propres impressions de la marche sur la Lune. Nous serons à ce moment-là à quelques heures du décollage du LEM et Mitchell nous dira là aussi ce qu'il a vécu. Rendez-vous donc ce soir à 19h45 en direct dans notre journal sur ce plateau avec Mitchell. Et nous allons retrouver maintenant Jean-Pierre Chapelle qui va nous commenter en direct pendant 15 minutes les derniers moments de cette expérience Apollo 17, cet adieu à la Lune. À vous Jean-Pierre Chapelle. Bienvenue aux téléspectateurs de la première chaîne qui nous rejoignent maintenant, au moment même où ce sont les dernières images de cette dernière marche lunaire. Les astronautes ont tenu à y mettre une certaine solennité, alors nous les écoutons sans commentaire. De dimensions différentes, certains venant d'autres parties du sol, venus de millions et millions d'années
Ce sont ces différents fragments qui se sont constitués en une seule roche qui est bien cohérente, et c'est ainsi que je vois l'humanité vivre ensemble, en paix, travailler ensemble. Nous prendrons cette roche, nous l'emmènerons à Houston et nous la partagerons avec les pays que vous tous, les jeunes qui êtes là-bas, représentez. Et nous espérons que c'est là le symbole du résultat du programme Apollo, que nous travaillerons en paix et en harmonie ensemble dans l'avenir. Un morceau de cette roche sera envoyé aux représentants des musées ou de la recherche spatiale et par l'intermédiaire des jeunes qui se trouvent aujourd'hui à Houston. Et nous espérons que ceci sera considéré non seulement comme nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais aussi comme un signe de paix et de collaboration entre les pays du monde entier. Maintenant, Jean, mets-le dans le grand sac, cet échantillon. Ce sont des promesses d'avenir, donc. Je vous remercie des sentiments que vous venez d'exprimer. Et maintenant, je voudrais prendre la caméra et je voudrais commémorer l'exploration faite par Apollo 17. Et ceci doit commémorer le sens réel de cette mission Apollo. Et pour ce faire, je voudrais dévoiler une plaque que nous plaçons sur l'échelle que nous avons montée et descendue plusieurs fois au cours de notre séjour. Je vais vous lire ce qui est marqué sur cette plaque. Il y a deux images, il y a deux dessins sur cette plaque. Une hémisphère, l'hémisphère ouest, et ensuite l'ancien monde, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie. De l'autre côté, l'Amérique du Nord, du Sud, le pôle Nord, le pôle Sud. Et entre ces deux hémisphères, nous avons un texte. Ici, ont pris fin les premières explorations de la Lune par l'homme en décembre 72. Que l'esprit de paix qui nous animait en venant inspire l'humanité tout entière. Voilà donc le texte que nous vous prions de bien comprendre. Que l'esprit de paix qui nous animait en venant inspire tous les hommes. Et c'est signé Cernan, Evans, Schmidt et surtout, en bas vous voyez la signature de Richard Nixon, président des États-Unis d'Amérique. Cette plaque restera ici jusqu'à ce que d'autres qui nous ressembleront, qui vous ressembleront dans l'avenir pourront la lire à nouveau ici ou la reprendre. Nous avons bien bonne note, Houston. Nous vous remercions pour les sentiments que vous avez exprimés. Et le président voudrait vous parler maintenant. Jean et Jack, j'ai été en contact avec la Maison Blanche. Et le président que je représente, en fait, a dit qu'il était fasciné par le travail. Il vous souhaite bonne chance pendant le voyage de retour, et je voudrais m'associer à ses vœux. Nous vous verrons dans quelques jours, et toutes nos félicitations. Merci, Dr. Fletcher. Merci beaucoup de vos paroles. Et nous remercions aussi le président de sa pensée. Jack et moi, puisque je suis militaire, je vais me mettre au garde à vous et saluer militairement. Dr. Fletcher,
je voudrais rappeler que cette vallée désormais historique a vu se terminer la première exploration de l'homme, la première pénétration de l'homme dans l'univers. Je crois que Apollo 17 et tous les vols Apollo ont fait une contribution très importante à l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Voici le dernier panoramique enregistré par la caméra du rover. Le rover a été déplacé, mis à environ 200 mètres du LEM pour pouvoir nous montrer les images de son départ ce soir à 23h56 heure de Paris. C'est la dernière image que nous aurons dans cette retransmission de la dernière marche et vous verrez que la dernière image est très symbolique. Oui, effectivement, les astronautes ont tenu à marquer très simplement, les astronautes ne font pas de phrases et ils expriment les choses d'une façon extrêmement sobre. Il ne faut pas oublier que ce sont pour l'essentiel des hommes en mission, disons presque des militaires en mission civile d'exploration. Voilà cette dernière marche, mais la journée Apollo n'est pas terminée. Alors, sur la première chaîne, il y aura les transmissions dans les journaux. Alors, nous avons la transmission dans les journaux et ce soir, nous aurons un astronaute sur notre plateau, Ed Mitchell de la mission Apollo 14, viendra nous commenter cette dernière marche sur la Lune. De votre côté, vous marquez l'événement? Eh bien, nous le marquerons puisque Actuel 2 sera à 20h30, consacré justement, et c'était bien évident, au problème de l'espace, c'est-à-dire où en est-on après Apollo, le bilan Apollo, la suite, que faut-il en penser, quelles perspectives cela ouvre bien au-delà de la simple exploration lunaire, et puis enfin, ce soir, le décollage à 23h56 en direct sur les deux chaînes, puisque vous le savez, ce décollage sera télévisé. Merci de votre attention. Au revoir. Oui, Jean-Pierre Chapelle, ces images de la Lune ont l'air de vous attrister, Michel Chevalet. Oh, je ne vais tout de même pas vous dire que j'ai l'œil humide, Claude Brovelli. Oui, ça m'attriste parce que c'est un peu la fin d'une époque, si vous voulez. Quand nous reverrons ces images, ben, nous aurons à peu près 15 ans de plus aussi, il faut y penser. Seulement, je voulais vous dire, tout le monde croit que finalement, ben, maintenant, c'est la fin de la conquête de la Lune. Au contraire, je voudrais vous dire que c'est, à mon avis, le début de la conquête de la Lune. Si vous voulez, il faut penser que les astronautes maintenant auront ramené à la fin de cette mission 450 kilos d'échantillons lunaires dont seulement 10% auront été analysés, qu'il y a des milliers de photographies, qu'il y a aussi des kilomètres de bandes d'ordinateurs qui n'attendent que d'être dépouillées. Donc finalement, la conquête de la Lune, eh bien, elle va commencer sur Terre, elle va commencer maintenant dans les laboratoires et on va plus en apprendre de la Lune dans les 10 prochaines années qu'on en a appris au cours de ces 3 années, c'est-à-dire 69-72, pour l'exploration de notre satellite. Vous voyez, là, il y a un côté paradoxe. Il ne faut pas oublier finalement que les astronautes n'ont été, en quelque sorte, que des ambassadeurs de la science. J'oserais dire un peu des commissionnaires. Ils sont venus sur la Lune pour chercher les échantillons. Ils ont été sur la Lune pour nous ramener des échantillons en laboratoire. Je pourrais même dire qu'ils y ont été pour poser le téléphone, parce qu'il reste tout de même sur la Lune des stations automatiques et qui envoient maintenant régulièrement, et peut-être encore pour plusieurs années, et parfois même en avance un quart de siècle, qui enverront donc des informations sur la vie du satellite. Merci Michel Chevalet. Et je vous le rappelle, ce soir, dans notre journal de 19h45, l'astronaute Mitchell en direct sur notre plateau. Il est temps de rejoindre maintenant à la Bourse de Paris Michel Tardieu. Michel Tardieu ? Bien Claude, il n'y a pas de merveille dans la corbeille de la Bourse de Paris aujourd'hui. Les professionnels sont même un petit peu déçus
À l'ouverture, ils espéraient que les choses allaient mieux se passer et finalement, c'est encore l'effritement qui l'emporte et les valeurs étrangères sont mieux traitées que les valeurs françaises. Pourtant, les étrangers aussi ont leurs problèmes. Les Anglais viennent d'annoncer un déficit de leur balance commerciale du mois de novembre de l'ordre de 81 millions de livres, le double de celui du mois d'octobre, et cela renforce bien sûr les bruits de dévaluation de la livre. Et même nos amis suisses ont bien des ennuis avec leur inflation et ils sont en train de se demander comment ils vont la combattre. Pourtant, apparemment, cela n'a pas l'air d'empêcher les Français de continuer à considérer que le franc suisse est une bonne chose quand on peut en avoir chez soi. Michelin, en légère baisse, vous venez de le voir, on dit que les conversations entre Kléber-Colomb, filiale de Michelin, et Semperit, la société autrichienne, continuent et même sont très près d'aboutir. On parle d'une fusion entre les deux sociétés. Le seul problème à régler est celui de la localisation du holding qui contrôlerait la société autrichienne et la société française. Péchiney, que vous venez de voir à l'instant, ne bouge pas, ou plus exactement le cours ne bouge pas, mais la société, elle, bouge, puisqu'elle va aller installer une usine en Corée du Sud, à 400 km de Séoul, pour produire de l'aluminium. Hachette, dont vous avez vu passer tout à l'heure les cours, a annoncé que pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires était en augmentation de 14,5% et que les résultats, selon le président, devraient, eux, être en augmentation de près de 20%. Au matériel électrique, LMT gagne 60 francs, comme vous le voyez pour l'instant. Alstom, moins 0,30 centimes, moins 30 centimes plutôt. Alstom, Nerpic et Creusot-Loire viennent d'obtenir une commande importante des Chinois de l'ordre de 50 millions de francs pour construire des équipements hydroélectriques en Chine. Je crois que c'est la première commande aussi importante remportée par des Français. Moulinex, toujours dans ses plus hauts. Moulinex qui a coté 4042 puis qui est revenu à 40 030. En ce qui concerne les grands magasins, on va publier un nouvel indice d'activité des grands magasins, un nouvel indice dont les premiers résultats montrent qu'il y a eu une accélération du chiffre d'affaires des grands magasins pendant l'été et puis qu'il y avait plutôt une tendance à se calmer après le mois de septembre. À propos de l'alimentation, la commission de Bruxelles vient de taxer assez lourdement le cartel des sucriers, ce qu'on appelait le cartel des sucriers, et pour infraction aux règles sur la concurrence, elle leur inflige une amende de l'ordre de 50 millions de francs. Alors on ne sait pas encore comment cela va se répartir entre les 22 sociétés qui sont concernées. Selon l'AFP, en France, ce seraient les sociétés Béguin, les sucreries Say et la Générale Sucrière qui seraient les plus directement concernées. En ce qui concerne le sucre, je vous signale de toute façon que Saint-Louis aujourd'hui à la bourse gagnait 3,50 francs. Sur le marché de l'or, eh bien, le métal a tendance à remonter, non pas la barre, parce que le phénomène est plutôt français qu'étranger, mais en tout cas, le lingot remonte un peu, et le Napoléon gagne près d'1 franc, puisqu'il est à 79,60 contre 78,40, donc il gagne plus d'1 franc. Au premier cours, il gagne un petit peu moins, mais il a encore monté par la suite. Le Pinel, lui aussi, suit le Napoléon à 194,30 maintenant. Les SICAV, je vous signale qu'il est question d'ouvrir un second marché hors code sur la place de Paris qui serait destiné à faciliter l'accès de la bourse aux entreprises moyennes. On ne sait pas encore exactement comment fonctionnera ce marché, mais il sera principalement animé par les agents de change qui pourront faire des contreparties, c'est-à-dire acheter pour leur compte. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Claude Brovelli. Merci, cette édition est terminée. Merci de nous avoir prêté attention. Mesdames et messieurs, bon après-midi.